Ce jour-là, le monde entier a basculé, non pas dans un rugissement tonitruant, mais dans le doux bruissement d'un papier, une enveloppe scellée qui allait révéler une vérité oubliée depuis 13 ans et qui allait pulvériser la façade de ma vie, de ma famille, de tout ce que je croyais connaître. Il n'y a pas eu d'explosion, juste le calme terrifiant d'un cataclysme silencieux. Je suis un homme ordinaire, 44 ans, résidant dans une petite banlieue où les maisons se ressemblent, bordées de jardins soignés et de clôtures blanches qui promettent une certaine tranquillité. Mon origine est simple, une enfance modeste, le fils d'ouvriers qui m'ont appris la valeur du travail et de la persévérance. C'est cette persévérance qui m'a permis de construire une vie que je considérais comme épanouie, solide. Marié depuis 12 ans à Élodie, la femme que j'aimais depuis l'université, nous avions 2 filles, Léa 10 ans et Chloé 8 ans, qui étaient les soleils de ma vie, les raisons de chaque souffle, de chaque effort. Ma routine était celle de beaucoup d'entre vous, n'est-ce pas? Le réveil avant l'aube, le doux murmure de la machine à café, le frottement des pieds sur le parquet encore frais. Puis, les cris joyeux des filles qui se préparaient pour l'école, les bisous rapides avant de me glisser dans ma voiture pour un long trajet vers mon travail d'ingénieur. Mes journées étaient remplies, exigeantes, mais le soir, retrouver ma maison, les odeurs du dîner, les rires de mes enfants, tout cela était ma récompense, mon havre. Je me sentais fatigué, parfois, mais d'une fatigue douce, celle d'un homme qui bâtit, qui protège. Ma vie, je la voyais comme un arbre robuste, aux racines profondes, ses branches s'étendant pour offrir ombre et protection. N'est-ce pas ce que nous recherchons tous, un refuge, un sens à nos jours, une histoire simple mais pleine d'amour à raconter au crépuscule? Le monde autour de nous est un terrain glissant, n'est-ce pas? Une course sans fin où l'on essaie de garder la tête hors de l'eau, de protéger ceux qu'on aime de la marée montante. Notre banlieue, malgré ses apparences de carte postale, n'était pas un sanctuaire isolé. Les difficultés financières étaient un bruit de fond constant. Le prêt immobilier, les activités extrascolaires des filles, l'inflation qui grignotait notre pouvoir d'achat, tout cela créait une pression sourde, un bourdonnement d'anxiété que nous tentions d'ignorer en riant un peu plus fort, en serrant un peu plus fort nos enfants. Les relations familiales étaient complexes. Mes beaux-parents, d'abord si chaleureux, avaient commencé à exprimer une certaine déception face à nos choix de vie, comme si notre stabilité était une forme de stagnation. Mes propres parents n'étaient plus là pour m'épauler, et parfois, je me sentais terriblement seul face à ces vagues incessantes. On vit dans une société où l'apparence est reine, où l'on doit constamment prouver que l'on réussit, que l'on est heureux, même lorsque l'on se sent piégé, étouffé par les responsabilités, le rêve d'une vie confortable devenant un mirage de plus en plus lointain. Les premiers signaux d'alerte, ces petits grains de sable dans la machine bien huilée de mon existence, je les ai balayés, persuadé que le vent les avait juste égarés. Élodie passait de plus en plus de temps sur son téléphone, un sourire secret aux lèvres. « Oh, c'est juste un groupe de vieilles amies de la fac qui se retrouvent, » disait-elle, sa voix un peu trop rapide. Ses nouvelles passions, une soudaine obsession pour le yoga tard le soir, des séminaires de développement personnel le week-end, tout cela me semblait, avec le recul, une tentative de fuir, ou du moins, de créer de l'espace. La tendresse dans nos gestes, elle, se raréfiait, remplacée par des « je suis fatigué », « chérie », des épaules qui se détournaient dans le lit, laissant un vide grandissant entre nous. Je me souviens d'un soir où je l'ai trouvée riant aux éclats dans le salon, le téléphone collé à l'oreille, et quand j'ai demandé qui c'était, elle a juste dit « personne d'important » avant de raccrocher abruptement. Que aurais-tu fait à ma place? Aurais-tu creusé, ou aurais-tu, comme moi, mis ça sur le compte du stress, d'une crise de la quarantaine qu'elle traversait peut-être, des exigences de nos vies modernes? J'ai préféré croire à sa fatigue, à ma propre surcharge de travail, à l'illusion que tout irait bien, que nous traversions juste une mauvaise passe, un petit orage passager. Mais les orages passagers laissent parfois des inondations dévastatrices. Le mur du silence a été la première étape. Élodie est devenue une forteresse infranchissable, ses réponses évasives, ses partages inexistants. Je tentais de briser le verre qui nous séparait, de lui prendre la main, de l'interroger sur ses journées, sur ses pensées. « Tu es fatigué, je suis fatigué, il n'y a rien », répondait-elle, son regard fuyant le mien, glissant vers une zone inconnue de mon horizon. Je me sentais de plus en plus seul dans notre propre maison, le silence de son absence même en sa présence, résonnant comme un glas. La fissure était là, discrète au début, mais déjà profonde. Puis est apparu l'intrus invisible. Elle parlait de plus en plus souvent d'un ami ou d'une amie de la fac, sans jamais vraiment le nommer. Des blagues, des références que je ne comprenais pas, des sourires que je n'étais plus la cause.
Mon cœur, lui, commençait à serrer, une étreinte froide et persistante. Qui est cet ami si important, ai-je osé demander un soir, le malaise palpable dans l'air. Elle a haussé les épaules, un geste de dédain à peine dissimulé, minimisant l'importance de ce nom que mon instinct criait de ne pas ignorer. La jalousie naissait, un poison lent et insidieux. Les écarts de temps sont devenus la norme. Les soirées entre filles qui s'allongeaient jusqu'aux petites heures, les week-ends de formation ou des tentes qui tombaient à pic, libérant Élodie de nos contraintes familiales. Mon agenda de père monoparental se remplissait de devoirs, de repas à préparer seul, de bains à donner sans aide. Je ne comprends pas, tu ne m'as jamais parlé de toutes ces activités avant, ai-je murmuré une fois, ma voix emplie d'une tristesse que j'avais du mal à cacher. Elle m'a répondu par un haussement d'épaules et un regard vide, comme si j'étais un enfant qui posait des questions futiles. La confiance, ce pilier invisible de notre union, s'érodait, chaque absence ajoutant une pierre à ce doute pesant. La confrontation manquée est arrivée un soir. Je l'ai supplié de me parler, de me dire ce qui se passait. J'ai l'impression de te perdre, Élodie. Elle a éclaté en sanglots, une cascade de larmes qui me déstabilisait toujours. Elle a parlé de s'étouffer dans notre vie, de son besoin de liberté, de la routine qui la dévorait. Pas d'aveu concret, juste une crise existentielle qu'elle a habilement retournée contre moi, me faisant me sentir coupable, responsable de son mal-être. Je me suis excusé, j'ai promis de changer, de faire plus d'efforts, comme si j'étais la cause de son malheur, comme si j'avais manqué à mes devoirs. La confusion s'est installée, épaisse, me poussant à remettre en question ma propre perception de la réalité. Puis, la distance physique et émotionnelle est devenue insupportable. Elle a emménagé dans la chambre d'amis, prétextant avoir besoin d'espace, d'un lieu pour réfléchir. Le lit conjugal est devenu un désert froid, chaque nuit un rappel cruel de son absence. Mes caresses, autrefois recherchées, étaient désormais évitées, mes tentatives de rapprochement repoussées avec un simple « ne me touche pas », je ne me sens pas bien. J'étais un fantôme dans ma propre maison, un mari sans épouse, un homme dont l'intimité était devenue une agression. Notre mariage n'était plus qu'une façade fragile, chaque craquement menaçant de la faire s'effondrer. L'évidence cruelle m'a frappé de plein fouet un après-midi ordinaire. J'ai vu une photo sur son téléphone, oubliée sur la table basse, l'écran allumé. Élodie, riant, main dans la main avec un homme que je reconnaissais à peine. Son ex de la fac, Marc. Le monde s'est arrêté. Mon estomac s'est tordu, un nœud de nausée et de douleur. La froideur de la trahison m'a transpercé. Quand je lui ai montré la photo, elle a balbutié « Ce n'est pas ce que tu crois, c'est juste un ami ». Un mensonge aussi transparent qu'un verre d'eau vide, et pourtant, elle s'y accrochait désespérément. Le voile était déchiré. Mais le coup de grâce, celui qui allait me vider de toute ma substance, est venu un soir, par la bouche innocente de ma petite Léa. Je l'ai entendu parler à sa sœur dans leur chambre, leur voix étouffée par la porte entr'ouverte. Maman dit que papa est un peu bête, mais que la fée marraine Marc va tout arranger. La fée marraine? C'était donc lui, ce Marc. Le surnom innocent des enfants, une épée plantée en plein cœur, tournant et déchirant ce qui me restait de dignité. J'ai compris. J'ai tout compris. L'avocat de ma femme est entré dans mon bureau comme une vipère en costume, son sourire gras étalé sur un visage suffisant. Il a déroulé la liste de ses exigences, la garde exclusive, la maison, tout ce que j'avais bâti, tout ce que j'avais sacrifié. Elle prend tout, y compris la garde complète, s'est-il vanté, le regard moqueur. Vos enfants ne veulent plus porter votre nom. Mon monde venait de s'effondrer, il y a quelques semaines déjà, mais étrangement, ce jour-là, un calme glacial s'est installé en moi. C'était comme si l'ouragan avait enfin touché terre, et maintenant, il ne restait plus qu'à reconstruire, ou plutôt, à dévoiler. J'ai pris le temps d'ouvrir le tiroir de mon bureau, j'ai sorti cette enveloppe, lourde de papier et de vérité. Je l'ai tendue, un sourire étrange sur les lèvres. Donnez ça à votre cliente, ai-je dit, ma voix étonnamment stable, le regard fixé dans le sien. Je crois qu'elle voudra lire ça avant d'aller plus loin. Son sourire a vacillé, la lueur de triomphe dans ses yeux a laissé place à une interrogation, un doute fugace. La partie d'échecs n'était pas terminée, et je venais de faire mon coup le plus inattendu. La nuit est tombée, lourde, suffocante. Puis, mon portable a explosé. C'était la mère d'Élodie, sa voix brisée par les sanglots, les mots se bousculant. Comment pouvais-tu connaître un secret vieux de 13 ans?
Comment pouvais-tu? La vérité est une lame à double tranchant, n'est-ce pas? Elle déchire les illusions, mais elle libère aussi. L'enveloppe contenait les résultats d'un test de paternité. Pas seulement pour une de mes filles, mais pour les deux. Des résultats qui affirmaient sans équivoque que je n'étais pas leur père biologique. Un secret qu'Élodie avait gardé enfoui, probablement depuis le début de notre mariage, fruit d'une liaison avec Marc, son ex de fac, juste avant ou très peu de temps après nos vœux. J'avais enfin la clé de cette cage dorée qu'elle m'avait construite, la preuve de la trahison originelle, celle qui avait gangrené les fondations mêmes de ma vie. Le choc, le déni, la nausée se sont mélangés à une étrange sensation de libération. Tout le château de cartes de mon existence s'était effondré, mais au moins, je savais maintenant sur quel sol je me tenais. Imagine-toi à ma place, cette révélation après toutes ces années. Que ferais-tu de cette bombe? La lancerais-tu? Ou la tiendrais-tu fermement, comme une ultime défense, une vérité à laquelle tu t'accroches pour ne pas sombrer? Les jours après, c'était comme vivre dans une bulle de verre, tout était distordu, assourdi. La maison résonnait du silence de leur rire qui avait disparu. Le processus de divorce fut long, douloureux, Élodie tentant de nier l'évidence, puis de justifier l'injustifiable, s'effondrant sous le poids du secret révélé. L'impact sur les enfants était déchirant. Elles étaient confuses, blessées par l'absence de leur mère, par la tension palpable. Je tentais de les protéger, de leur épargner les détails sordides, mais comment expliquer l'inexplicable à des cœurs si jeunes? Mon identité elle-même était en lambeaux. Je n'étais plus Eupapave dans le sens biologique, mais j'étais et je suis resté Eupapave dans toutes les autres manières qui comptent, celui qui raconte les histoires du soir, qui soigne les genoux écorchés, qui apaise les peurs nocturnes. La solitude est devenue ma compagne, les soirées s'étirant interminablement dans cette maison devenue trop grande, trop vide. Pourtant, au milieu de ce chaos, j'ai trouvé une force nouvelle. Le résultat juridique fut clair, Élodie a perdu tout ce qu'elle cherchait à m'arracher. J'ai gardé la maison, une part juste de nos biens, et surtout, j'ai pu maintenir ma relation avec les filles, même si la question de la paternité légale restait complexe. La confiance, c'est comme un miroir ancien, n'est-ce pas? Une fois brisé, on peut recoller les morceaux, mais les fissures seront toujours là, visibles, douloureuses, des cicatrices indélébiles. Je me suis posé 1000 questions, des nuits entières, aurais-je pu voir les signes plus tôt? Aurais-je pu faire quelque chose différemment, creuser plus profondément, avant que la plaie ne s'infecte à ce point? Mais au fond, la vérité est que la trahison, quand elle vient de si près, quand elle est tissée avec l'amour et l'intimité, elle est conçue pour être invisible jusqu'à ce qu'elle éclate, projetant ses éclats sur tout ce qui vous est cher. Je ne cherchais pas à la blâmer, mais à comprendre, à déconstruire les mécanismes qui avaient mené à ce drame. L'amour, ce n'est pas qu'une question de sang, je l'ai appris. C'est le temps passé, les histoires inventées au coin du lit, les genoux écorchés que l'on soigne avec des baisers magiques, les petites peurs que l'on apaise d'une main rassurante. Mes filles, elles sont mes filles, point. Il n'y a pas de biologique ou non biologique dans le cœur d'un père qui a tout donné, qui a vécu chaque rire, chaque larme, chaque étape de leur vie. Cette histoire, la mienne, aurait pu arriver n'importe où, dans n'importe quelle maison qui semble paisible, n'importe quelle vie qui paraît ordinaire, sous un ciel sans nuages. Il suffit d'un instant, d'une petite faille dans la cuirasse de l'amour et de la confiance, d'un secret enfoui sous le poids des années, pour que tout bascule et que les fondations les plus solides s'effondrent. La vie est pleine de ces vérités cachées, de ces non-dits qui rongent l'âme comme un acide lent. Mais elle est aussi pleine de résilience, de la capacité humaine à se relever de ses propres cendres, à trouver une nouvelle vérité, une nouvelle définition du bonheur, même lorsque le passé est une terre brûlée. Si mon histoire t'a touché, si elle a résonné en toi d'une manière ou d'une autre, n'hésite pas à me laisser un commentaire. Partage ce que tu en penses, ce que tu aurais fait à ma place, comment tu aurais réagi face à une telle révélation. Connais-tu ce sentiment où tout s'écroule autour de toi, mais où une force inattendue, une lucidité glaciale, t'habite et te permet d'avancer? Peut-être as-tu toi aussi une histoire à raconter, un secret à partager qui t'a forgé ou détruit. Cet espace est là pour ça, pour la parole libérée. Abonne-toi à la chaîne pour plus de récits de vie, de réflexions sur ces chemins parfois tortueux que nous empruntons tous, des témoignages qui, je l'espère, nous aideront à mieux comprendre le cœur humain. Prenez soin de vous, de vos cœurs, et des vérités que vous choisissez de porter ou de révéler. À bientôt.